Dimanche 26 décembre 2021, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Merci de rester sur Viva pour vous informer. Des coupures généralisées fréquentes sont survenues sur le réseau interconnecté d'Antananarive depuis le 24 décembre et le jour de Noël même. D'après les explications de la Jirama, celles-ci font suite à une panne d'un parafoudre et d'un régleur de l'un des transformateurs de 30 mégavolt-ampères à Mbumanamboul, survenu le 19 décembre dernier. Aniana Martina. Les usagers de la Jirama se sont plaints des coupures d'électricité répétitives hier, 25 décembre, jour de célébration de Noël. Des coupures qui ont duré plusieurs heures dans le réseau interconnecté d'Antananarive, alors qu'une coupure est déjà survenue dans la soirée du réveillon de Noël. Face à cela, Rivra Daniel, directeur général par intérim, a fait un constat au poste d'interconnexion d'Antananarive en Mbumanamboul ce jour dans le but d'en apporter des solutions. Il a été constaté que la coupure généralisée survenue le 24 décembre est due à un déclenchement d'une ligne transportant de l'électricité depuis un décalec. Concernant les coupures généralisées à répétition le jour du 25 décembre, celles-ci sont dues à une panne d'un parafoudre et d'un régleur de l'un des transformateurs de 30 mégavolt-ampères à Mbumanamboul, survenu le 19 décembre dernier. Afin d'éviter les coupures interminentes, le directeur général par intérim de la Jirama a avancé une solution pour le long terme. Il s'agit d'accélérer le raccordement du transformateur de 60 mégavolt-ampères et l'installation de l'autre doté de la même puissance à Mbumanamboul. Ce dernier a également effectué un contrôle de la sécurisation du groupe électrogène d'une puissance de 110 mégavolt-ampères installé hier par la Jirama dans le village Warandoutapenak où les patients atteints de la Covid-19 sont pris en charge. Les techniciens de la Jirama ont testé le démarrage du générateur pour assurer que sa puissance correspond aux besoins des concentrateurs d'oxygène dans ce centre. C'est également le cas à Somanjakzai qui vient d'être alimenté en électricité en vue de la prise en charge des patients atteints de la Covid-19. Nombreux sont les parents à avoir emmené leurs enfants à la fête foraine au stade Bareyama Massen ce jour, dernier dimanche de cette année 2021. Les parents, interviewés par nos journalistes, affirment vouloir profiter de ce jour de pause pour passer du temps en famille et réjouir les enfants avec les diverses attractions. Aniana Martina et Sechanjianab. De nombreuses attractions sont installées au stade Bareyama Massen en cette période de fête pour la grande joie des enfants. Mais pas que pour les enfants, les parents eux aussi sont émerveillés par cette fête foraine, assez particulière d'après ces derniers. Ils n'ont pas besoin de se déplacer en dehors de la ville pour amuser les enfants. Slouf, ce père de famille profite de la période de fête pour amener sa fille au stade Bareyama Massen pour la faire profiter des attractions. Cette kermesse durera jusqu'à mardi, d'après les explications. Éviter au maximum les rassemblements, respecter la distanciation sociale, éviter les attouchements lors des salutations, telles sont les consignes du ministère de la Santé publique ce jour. Ce dernier a également souhaité à tout un chacun de passer la période de fête et l'année 2022 loin des maladies. A rappeler que le taux de Covid à Madagascar, durant ces 4 dernières semaines, a fortement augmenté. Bien que nous sommes dans une période festive, il est primordial de rester vigilant et surtout de respecter les mesures sanitaires. La plantation du riz à cycle court est l'une des stratégies mises en place pour faire face aux conséquences du changement climatique, particulièrement l'insuffisance d'eau à Madagascar. La formation des cultivateurs à la gestion de l'eau est également impérative dans cette optique. Ça, Sylvain, est sur les images de Sechanjianab. Nous sommes actuellement à quelques jours de la fin du mois de décembre et donc la fin de l'année 2021. Dans le secteur de l'agriculture, certains cultivateurs de riz attendent encore la pluie afin de pouvoir procéder à la semence si certains y ont déjà procédé malgré l'insuffisance d'eau. Ces derniers apprennent fortement la baisse de la production pour cette saison. Face à cela, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a déjà mis en place une stratégie pour faire face aux conséquences du changement climatique qui effectivement impacte l'agriculture malagasy dans la plantation de riz, aliment de base des Malagasy. La gestion de l'eau est également une garantie pour la survie de la culture, mais cela dépend également du climat et des matériels utilisés.
Les semences améliorées issues de recherches scientifiques sont les solutions proposées dans ce cadre, mais la différence du prix entre ces semences et celles traditionnelles pousse les cultivateurs à consommer leurs graines habituelles. Plus de 3 millions d'habitants d'Antananarive bénéficieront directement des avantages du transport par câble, selon l'opinion du sénateur Jean-André Ndjimanzar. Ce projet de téléphérique, projet présidentiel, est donc prioritaire toujours d'après ce dernier, un projet dont les travaux devront débuter l'année prochaine. Reportage. Cela fait maintenant 20 ans que la circulation dans la ville d'Antananarive est saturée et constitue un réel problème pour la population d'Antananarive. Une raison suffisante pour la mise en place le plus rapidement possible du transport par câble ou le téléphérique, d'après le sénateur de Madagascar, Jean-André Ndjimanzar. Ce projet qui est totalement adapté à la structure de la ville, étant donné que la ville dispose de hautes montagnes. Par ailleurs, selon toujours ces précisions, l'alimentation électrique du transport par câble ne sera pas assurée par la Jirama, car un centre de production d'électricité de 28 MW sera spécifiquement pour ce projet mis en place à Mahiti. Le projet ne prévoit également pas de démolition de demeures, car les piliers des téléphériques se situeront sur les terrains de l'État. Certaines personnes essaient de contrer le projet en véhiculant que celui-ci n'est pas prioritaire et ne contribuera pas au développement de la ville, alors que la construction des téléphériques facilitera la vie de millions de Tananariviens. À noter que l'État a également procédé à une consultation populaire et une étude environnementale avant d'entamer le projet. Un homme de 62 ans a été percuté par le véhicule de la première RTS ou premier régiment de transmission et de service hier dans la soirée au bypass. Selon les informations du ministère de la Défense nationale, l'accident est survenu alors que ces militaires de la première RTS faisaient leur ronde nocturne vers 20h30. Bien que les soins de la victime aient déjà été pris en charge par le militaire qui l'a percuté et que les chefs de camp du premier RTS aient également pris sa responsabilité par rapport à cet accident, le militaire subira quand même une sanction d'après le ministère de la Défense. Mais concernant les actualités internationales de ce 26 décembre, l'archevêque anglican sud-africain Desmond Tutu, icône de la lutte contre l'apartheid, est décédé ce jour à l'âge de 90 ans. Surnommé de Arch, il avait reçu le prix Nobel de la paix en 1984 pour sa contribution à apporter une solution et mettre fin au régime ségrégationniste en place en Afrique du Sud durant 4 décennies. Un reportage de France 24. La tête, toujours couronnée de ses cheveux blancs qui lui conféraient l'autorité des anciens. Desmond Tutu était l'homme des sermons enflammés qui rassemblaient des foules immenses. Apôtre de la non-violence, il a mené sa lutte contre l'apartheid armé de ses seuls discours et n'a cessé de manifester pour la libération des prisonniers politiques. Lorsque le leader noir Steve Biko est assassiné en 1977, Desmond Tutu prononce le prêche lors des funérailles. L'ambiance est électrique, le désir de vengeance gronde. L'archevêque appelle une fois de plus à la non-violence. J'ai pris un sacré risque quand je les ai fait répéter « Nous serons tous libres un jour, noir et blanc ». Et je leur ai dit « Répétez après moi ». Et ils l'ont fait. Au plus profond de notre esprit, nous les Sud-Africains, nous savons que c'est notre destin d'être ensemble. Ensemble, au sein de cette nation arc-en-ciel qu'il appelait de ses voeux. Une phrase, un concept qu'il a rendu célèbre. Pour ce combat non violent contre l'apartheid, il reçoit en 1984 le prix Nobel de la paix. 10 ans plus tard, lorsque le régime ségrégationniste tombe, Nelson Mandela, désormais président, lui confie naturellement la direction de la commission Vérité et Réconciliation. Pendant plus de 2 ans, il écoute les récits d'emprisonnement, de torture et fond parfois en larmes. Une image qui émeut à l'époque au-delà des frontières de l'Afrique du Sud. Rescapé d'un cancer de la prostate, il décide d'exporter son combat pour ce qui lui semble juste. Il s'affiche alors régulièrement en compagnie d'autres prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi en Birmanie ou encore le Dalai Lama, à qui il sert de porte-parole. Pourquoi le gouvernement chinois a peur de vous? Lorsque son vieil ami Nelson Mandela annonce en 2007 la création d'un conseil d'anciens qui s'attachera à aider à la résolution des conflits dans le monde, il en fait naturellement partie. Mais en 2010, à 79 ans,
la fatigue se fait sentir. Il annonce son retrait de la vie publique. Au lieu de vieillir tranquillement à la maison avec ma famille, en lisant, en écrivant, en priant, en pensant, j'ai passé trop de temps dans les aéroports et les hôtels. Un vœu pieux, car depuis, il a continué à sillonner la planète. Des camps de réfugiés du Soudan du Sud à la Côte d'Ivoire, divisés par des mois de crise post-électorale. L'âge ne l'a pas assagi, et il n'a jamais hésité à dire ce qu'il pensait, quitte à provoquer la controverse. Il dénonce ainsi la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens, y voyant un nouvel apartheid. Mais il a surtout dans son viseur le président Jacob Zuma, qui l'accuse de corruption. En 2013, il annonce qu'il ne votera plus pour l'ANC, le parti au pouvoir qui a fait tomber l'apartheid. Des propos qui ne seront pas sans conséquences. En décembre, Nelson Mandela meurt à 95 ans. Alors que les dirigeants du monde entier se déplacent pour lui rendre un dernier hommage, l'archevêque n'a droit qu'à 2 minutes de discours pour saluer la mémoire de son frère et ami. Un homme dont la vie était respectée. Cette même année 2013, sa voix portait encore lorsqu'il recevait le prix Templeton pour son action en faveur de l'amour et du pardon. Est-ce que l'on pourrait remettre un sourire sur le visage de Dieu? Les sourires et les rires, les bons mots et les danses. Malgré la lourde et triste histoire des hommes qu'il a traversés, Desmond Tutu avait la foi, celle de pouvoir mettre un terme aux injustices. Et concernant l'évolution de la pandémie de Covid-19 en France, les autorités sanitaires ont annoncé avoir enregistré 104 611 nouvelles contaminations par le Covid-19 hier. Ce nombre de cas quotidiens est sans précédent dans le pays depuis le début de la pandémie. Reportage. La France a donc franchi la barre des 100 000 cas quotidiens de Covid, 104 611 exactement, selon le décompte de Santé publique France. Des chiffres inédits, jamais atteints depuis qu'a éclaté la pandémie, des chiffres gonflés par le variant Omicron. Leur progression s'annonce encore plus fulgurante dans les prochaines semaines, selon des spécialistes. Je vous propose d'écouter le docteur Benjamin Davido, infectiologue. Il répondait aux questions de France Télévisions. On prend l'exemple, d'ici une quinzaine de jours, le scénario possible, c'est 200 000 cas quotidiennement. Vous imaginez, si vous avez 5 à 6 contacts, ça fait déjà 1 million de Français en 5 jours en arrêt de travail et autant multiplié par 5 de cas contacts. Ça veut dire que ça va être très compliqué. C'est d'ailleurs ce qui se passe pour les soignants. Les soignants aujourd'hui, si on est positif mais qu'on est asymptomatique et qu'on a été vacciné, eh bien, on est amené à travailler masqué parce qu'à un moment donné, sinon le monde va être paralysé. Plus de 10 000 soldats russes sont de retour dans leur base après un mois d'exercice militaire près de la frontière ukrainienne, a annoncé le Kremlin. Moscou réclame l'assurance que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN, condition pour que davantage de militaires quittent la zone. Toujours un reportage de France 24. Peut-être un début de désescalade, c'est ce que le retrait des troupes russes aux abords de l'Ukraine laisse entendre. Alors que plusieurs pays craignaient une invasion de l'est du pays, plus de 10 000 soldats de l'armée de Vladimir Poutine sont de retour dans leur base après un mois d'exercice militaire près de la frontière. Une partie seulement des dizaines de milliers d'hommes massés dans la zone par Moscou. Une manœuvre en accord avec les récentes déclarations du président Poutine, lui dit vouloir que les négociations à Genève autour du conflit dans la région ukrainienne du Donbass aboutissent. La Russie soutient les séparatistes de cette région de l'est de l'Ukraine. Eux affrontent les forces gouvernementales du pays dans un conflit qui dure depuis 2014 et qui a fait plus de 14 000 morts. Les estimations du nombre de soldats russes à la frontière ukrainienne varient entre 60 000 et 90 000 hommes. Moscou réclame de son côté à l'Union européenne et aux États-Unis l'assurance que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Condition russe pour que davantage de soldats quittent la zone frontalière. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva.